L'Antonov An-225 a été parmi les premières victimes de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie au début de l'année 2022. À la suite de la bataille de l'aéroport de Hostomel, l'An-225, également connu sous le nom de Moria, a été détruit et il était évident que sa fin était enfin arrivée. Cependant, l'Ukraine a fait une annonce choc concernant le Moria. Contre toute attente, le pays a annoncé un plan audacieux de 3 milliards de dollars pour reconstruire l'avion. Alors, comment l'Ukraine prévoit-elle de mettre en œuvre ce plan et que signifie le retour du Moria pour le pays et l'industrie dans son ensemble? Découvrons-le. Posons d'abord les bases de la décision surprenante de l'Ukraine de reconstruire l'An-225 en expliquant pourquoi l'avion a été construit initialement. Cela nous ramène aux années 1980, pendant la guerre froide. C'était une époque où l'Union soviétique, aujourd'hui disparue, était engagée dans une guerre de suprématie contre les États-Unis, chaque parti allant jusqu'à tout pour affirmer sa domination mondiale. Un domaine qui s'est démarqué pour ces pays était l'exploration spatiale. Ils savaient une chose, conquérir l'espace serait perçu comme un geste fort vers l'objectif de domination. Maintenant, les États-Unis avaient une longueur d'avance dans ce domaine. Ils avaient déjà développé leur propre navette spatiale qui serait utile dans les missions d'exploration spatiale. Il avait également son propre cheval de bataille, le Boeing 747 Jumbo Jet, qui avait été spécialement modifié pour lui permettre de transporter la navette spatiale sur son dos. Évidemment, l'Union soviétique était à la traîne, et si elle devait être considérée comme un sérieux concurrent dans cette guerre, elle devait agir rapidement et contrer les progrès impressionnants réalisés par les États-Unis. Ainsi, une décision a été prise de développer une navette spatiale fabriquée en Union soviétique. Le véhicule envisagé serait réutilisable et aurait des capacités presque similaires à celles de la navette spatiale. Il fut plus tard connu sous le nom de Buran, qui signifie blizzard en russe. Cependant, après avoir réussi à construire le Buran, la Russie a fait face à un nouveau défi. Elle ne disposait pas d'un avion pour le transporter vers ses sites de lancement, situés à 1500 miles de son emplacement. De plus, il fallait un avion ayant suffisamment d'espace pour transporter certaines pièces de fusée si volumineuses qu'elles ne pouvaient pas être déplacées avec les avions normaux existants. Cela a obligé l'Union soviétique à retourner à la planche à dessin et à concevoir un avion qui permettrait de réaliser tout cela. Le résultat? Un mastodonte d'avion qui fut plus tard connu sous le nom d'Antonov An-225. Il est important de se rappeler que l'Union soviétique devait construire cet avion aussi rapidement que possible. Pour les conséquents, au lieu de le concevoir à partir de zéro, ils ont utilisé le langage de conception d'un avion Antonov plus petit, l'An-124, et l'ont modifié pour répondre à la demande existante. En fait, il a été révélé plus tard que l'An-124 avait été envisagé pour transporter la navette spatiale et d'autres composants du programme spatial. Cependant, il s'est avéré trop petit pour de telles activités. Les modifications apportées à la construction du plus grand An-225 comprenaient l'allongement des deux extrémités de l'avion et la suppression de la rampe arrière et de la porte de chargement qui se trouvait dans l'An-124. De plus, l'équipe d'ingénierie a redessiné la section de la queue dans le but d'ouvrir plus d'espace le long du fuselage pour transporter des charges surdimensionnées. Les ailes ont été allongées afin d'augmenter la portance. À l'intérieur, la structure du nouvel avion a été renforcée pour supporter le stress supplémentaire lié au transport de charges aussi lourdes. Fait intéressant, au lieu de concevoir de nouveaux moteurs, l'équipe d'ingénierie a décidé de miser sur les moteurs Ivchenko Progress D18T utilisés sur l'An-124 pour fournir la poussée requise. Cependant, au lieu d'utiliser les 4 moteurs trouvés dans le plus petit An-124, l'équipe a ajouté 2 centrales électriques supplémentaires portant le nombre à 6. Le résultat final, un mastodonte volant d'environ 275 pieds de long, 60 pieds de haut et arborant une envergure de près de 290 pieds. Il pouvait transporter jusqu'à 551 000 livres, soit 114 tonnes de plus que ce que le Boeing 747-8 Freighter peut soulever. En décembre 1988, l'An-225 a prouvé que tous les sceptiques avaient tort après avoir effectué son vol inaugural. Un an plus tard, il a fait sa première apparition publique en dehors de l'Union soviétique. C'était lors du Salon du Bourget de cette année-là où il a effectué un atterrissage majestueux en transportant la navette spatiale Buran sur son dos. Un an plus tard, il est également apparu au salon aéronautique de Farnborough. Une chose était claire, malgré le fait que l'An-225 soit un produit de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, il avait conquis le cœur des passionnés d'aviation du monde entier. L'avion était si crucial pour l'Union soviétique qu'après la construction de la première unité, l'Union soviétique a prévu d'en construire 3 autres. Et c'est un facteur important à garder à l'esprit car nous y reviendrons plus tard dans la vidéo.
Avec ces avions en sa possession, l'Union était certaine qu'elle dominerait les États-Unis dans l'exploration spatiale. Cependant, ce rêve fut de courte durée. En décembre 1991, l'Union soviétique s'est effondrée et avec elle, le programme d'exploration spatiale s'est également effondré. Cela signifiait aussi que l'an 225 devenait obsolète car le nouveau gouvernement russe ne montrait aucun intérêt à continuer de financer le programme spatial. Pendant quelques années, l'avion a été entreposé. Au milieu des années 1990, il est revenu en service, cette fois en tant que transporteur de fret civil sous la propriété d'Antonov Airlines, une compagnie internationale de transport aérien de fret. Cela indiquait un avion conçu pour surmonter tous les défis qu'il rencontrait. Au cours des années où il était en service actif, il a réalisé des exploits inégalés qui restent à égaler par tout autre avion cargo en service actif aujourd'hui. Par exemple, en septembre 2001, il a soulevé non pas 1 ni 2, mais 5 chars de combat adultes, pesant un poids incroyable de 254 tonnes. Pendant ce vol, il a atteint 35 270 pieds et a volé à 474 miles par heure sur un circuit fermé de 622 miles autour de Kiev, établissant plusieurs records du monde en une seule mission. Et il n'était pas question de s'arrêter là. En 2009, il a établi un autre record mondial en transportant la charge la plus lourde jamais acheminée, un générateur d'usine d'Allemagne vers l'Arménie. Il a également établi un autre record en 2010 lorsqu'il a transporté la cargaison la plus longue jamais volée, 2 pales d'éoliennes, chacune de 138 pieds de long, de Chine au Danemark. L'an 225 s'est également révélé être un acteur important dans les efforts humanitaires, jouant des rôles vitaux lors des secours en Haïti après le tremblement de terre dévastateur de 2000 DAS et livrant également des centaines de tonnes de machines de secours lourdes pendant la pandémie de Covid-19. À la fin de sa vie, le MRIA avait battu un impressionnant total de 240 records mondiaux. Juste au moment où l'an 225 était au sommet de sa forme, l'inattendu s'est produit. En février 2022, suite à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les forces russes ont tenté une prise de contrôle brutale de l'aéroport de Hostomel, le centre d'Antonov Airlines et le domicile de l'an 225. Les forces percevèrent l'aéroport comme un emplacement stratégique qui jouerait un rôle crucial pour les aider à finalement prendre le contrôle de la capitale, Kiev. Cependant, les forces ukrainiennes ont riposté puissamment et ont réussi à conserver le contrôle de l'aéroport. Après que le chaos se soit apaisé, les effets réels pouvaient maintenant être observés. L'aéroport avait été largement endommagé par des bombes larguées par des hélicoptères d'attaque russes. Mais la scène la plus troublante était celle de MRIA. Dans une vidéo publiée par le pilote en chef de l'avion, Dmitry Antonov, on pouvait voir l'étendue complète des dégâts infligés au MRIA. Dans les images, la partie avant de l'avion était complètement carbonisée, sans aucune chance de restauration. Du côté droit, les moteurs semblaient également être détruits, tandis que ceux de gauche paraissaient intacts. Cependant, l'aile tenant les pylônes auxquels ils étaient attachés s'était cassée et s'était effondrée sur un avion léger à proximité qui avait également été détruit lors de l'assaut. On pouvait également voir qu'un des réservoirs d'ailes fuyait visiblement du carburant, un autre indicateur de l'ampleur des dégâts subis par l'avion. Les images, accompagnées de nombreuses photos qui seraient partagées plus tard, semblaient confirmer la triste vérité. L'an 225 ne prendrait plus jamais son envol. C'était une dure réalité pour chaque passionné d'aviation. C'était un avion qui avait redéfini le transport de fret aérien et pourtant il gisait là en ruine, avec presque aucune chance de voler à nouveau. Cependant, alors que cette réalité commençait à s'imposer lentement, le gouvernement ukrainien a fait une annonce choc. Il reconstruit l'Antonov en 225. En novembre 2022, exactement 9 mois après la destruction de l'avion, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a révélé le plan de son gouvernement pour entreprendre le projet extrême de reconstruire l'an 225. Lors d'une conférence de presse, Zelensky a réitéré que reconstruire l'avion était la meilleure façon pour le pays d'honorer ceux qui avaient perdu la vie pendant la guerre. Il a dit « Combien de pilotes ont donné leur vie pour apporter tout cela là-bas, des armes à l'eau, et combien de blessés ont-ils emmenés de là? Un grand nombre de ces personnes sont mortes héroïquement. C'est la poironne. » Construire un MRIA pour la mémoire des héros est la bonne position de l'État. Zelensky était clair sur un point. Reconstruire l'an 225 est plus qu'un simple retour de l'avion en service. C'est un signe de défiance contre l'invasion par la Russie. En même temps, c'est un indicateur de la résilience et de la force du peuple ukrainien, même lorsqu'il fait face à des défis sans précédent comme celui qu'il affronte actuellement.
Lors de l'annonce de l'Ukraine, une question qui a préoccupé de nombreux passionnés d'aviation est la suivante. Comment un pays actuellement en pleine guerre prévoit-il de reconstruire avec succès l'an 225? C'est une question logique, surtout compte tenu de l'ampleur des dégâts infligés à Maria. Cependant, vous souvenez-vous quand nous avons mentionné qu'après avoir construit la première unité en N225, le gouvernement soviétique avait l'intention d'en construire 3 autres. Eh bien, il s'avère que le travail sur la deuxième unité avait déjà commencé au moment où l'Union s'effondrait en 1991. Malgré l'effondrement de l'Union, le développement de cet avion a continué pendant les 3 années suivantes, jusqu'en 1994, lorsque le gouvernement a finalement cessé de financer le programme. À ce moment-là, la deuxième unité était environ 70% terminée. C'est pendant cette période que des analyses d'experts ont montré que construire cet avion n'était pas une décision financièrement judicieuse. Sa taille immense signifiait que la plupart du temps, il resterait au sol, car la demande pour des cargaisons ultra lourdes n'était pas très élevée. Ainsi, il deviendrait finalement un éléphant blanc. Cela a également contribué à la décision d'arrêter d'investir dans le projet. Au tournant du siècle, le monde a commencé à connaître une augmentation rapide de la demande de transport de fret aérien. Avec cette augmentation, Antonov a jugé bon de relancer la production de l'avion. Les travaux devaient commencer en 2006 et le nouvel avion devait prendre son envol en 2008. Pourtant, en 2009, il devenait lentement clair que la deuxième unité ne serait peut-être jamais achevée après tout. Maintenant, revenons à l'annonce de l'Ukraine. Lorsque Zelensky a confirmé que l'Ukraine reconstruirait le Mriya, il faisait référence à la deuxième unité qui n'a jamais été achevée. Il a exprimé sa confiance qu'avec un soutien suffisant, l'Ukraine était en mesure de terminer le projet en suspens et, ce faisant, de réaffirmer sa résilience et son esprit de ne jamais reculer. Maintenant, tout bien considéré, la décision de l'Ukraine de s'engager à reconstruire l'an 225 est-elle une décision bien réfléchie? Pour répondre à cette question, nous devons examiner plusieurs facteurs et ensuite vous laisser juger. L'un des facteurs indique que la deuxième unité est au moins 70% complète. Cela signifie que l'Ukraine n'a qu'à travailler sur les 30% restants, et avec cela, l'an 225 verrait le jour. Sur le papier, cela pourrait sembler facile. Cependant, en y regardant de plus près, il est évident que cela pourrait être difficile. C'est pourquoi le premier obstacle auquel le pays devra faire face est le financement. Lorsque le plan de reconstruction de l'avion a été annoncé, on estimait que l'Ukraine aurait besoin d'environ 500 millions de dollars pour réaliser ce rêve. Des analyses ultérieures ont montré qu'il y avait une probabilité que ce chiffre gonfle à 800 millions de dollars. Maintenant, les analystes de l'industrie affirment que le chiffre réel pourrait atteindre 3 milliards de dollars. L'Ukraine a confirmé qu'elle recherche des fonds pour réaliser ce rêve. Par exemple, elle avait approché la Turquie après que le pays ait montré de l'intérêt pour investir dans l'achèvement de l'avion. Cependant, les négociations ne se sont pas déroulées comme prévu, car la Turquie s'est ensuite retirée du processus. Et parlant de cette situation, le président Zelensky a déclaré « J'ai fait appel au président de la Turquie avec une proposition de construire un deuxième Mriya, mais nous n'avons pas trouvé l'argent. Maintenant, la question qui préoccupe beaucoup de gens est « Supposons que l'Ukraine ait finalement obtenu l'argent. La reconstruction de l'AN-225 est-elle vraiment une priorité, surtout en considérant qu'un grand pourcentage des infrastructures critiques du pays a déjà été détruit par les forces russes ?» Vous voyez, fin 2024, les dommages aux routes, ponts et chemins de fer à travers le pays dépassaient 38 milliards et demi de dollars, avec plus de 16 000 miles d'autoroutes et environ 344 ponts, soit détruits, soit gravement endommagés. Des centrales hydroélectriques entières comme Kakhovka, Dnipro, Tripilya et Smiliev ont été complètement détruites avec des dommages estimés à 14 milliards 600 millions de dollars. De plus, des rapports ont révélé que plus de 1500 établissements médicaux et plus de 4000 écoles et universités ont été touchés, paralysant les systèmes de santé et d'éducation à l'échelle nationale. Pendant ce temps, les ports traitant plus de 90% des exportations maritimes de l'Ukraine sont en ruine, avec près de 400 installations portuaires nécessitant des réparations urgentes qui pourraient coûter jusqu'à 1,2 milliard de dollars avant que les flux d'exportation puissent reprendre, avec des besoins de reconstruction se chiffrant en centaines de milliards. La question n'est pas vraiment de savoir si l'Ukraine est en mesure de se permettre de reconstruire l'iconique AN-225. Au lieu de cela, tout se résume à savoir si le pays peut vraiment se permettre de ne pas le faire, tout en négligeant d'autres domaines plus urgents, tels que les routes, l'énergie, les hôpitaux et les écoles. Un autre facteur que nous devons examiner est la durabilité. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'AN-225 a été construit dans les années 1980, ce qui signifie qu'il repose sur des centrales électriques plus anciennes qui sont largement inefficaces.
Le turboréacteur Ivchenko Progress D18T était peut-être le meilleur dans le domaine à cette époque. Cependant, avec la technologie moderne, les fabricants de moteurs d'avion ont fait des progrès significatifs qui ont abouti au développement de moteurs plus économes en carburant. Pour mettre cela en perspective, nous devons le comparer avec certains des moteurs les plus économes en carburant de l'industrie aujourd'hui, tels que le Jenks de General Electric. Commençons par la consommation de carburant. Le D18T a un taux de dilution d'environ 5,7 pour 1 et un taux de compression global d'environ 27,5. Cela se traduit par une consommation spécifique de carburant en croisière d'environ 0,5 livres par livre de poussée par heure. En termes plus simples, ce moteur consomme beaucoup de carburant et coûte cher à faire fonctionner. Maintenant, comparez cela à un moteur moderne, comme le General Electric GNX, qui équipe des avions tels que le Boeing 787 Dreamliner. Cet avion a un taux de dilution d'environ 9 pour 1, ainsi qu'un taux de compression d'environ 50 pour 1. Sa consommation spécifique de carburant en croisière est d'environ 0,278 livres par livre de poussée par heure, soit près de 50% de celle du D18T. Maintenant, cette différence aide à révéler un fait essentiel. Les moteurs alimentant l'AN 225 sont inefficaces en termes de consommation de carburant et les utiliser sur le nouvel avion serait contre-productif et reviendrait à inverser les gains de durabilité que l'industrie a réalisés au fil des ans. Et les problèmes avec le D18T ne s'arrêtent pas là. Le fait est que ce moteur se caractérise par des niveaux élevés d'émissions de dioxyde de carbone et d'oxyde d'azote par vol par rapport aux moteurs plus récents. Les turboréacteurs modernes sont équipés de systèmes de combustion avancés, dont la seule tâche est d'aider à réduire les émissions d'oxyde d'azote jusqu'à 46%. Un excellent exemple d'un tel système est le précombusteur à double anneau de pré-tourbillon que l'on trouve dans les moteurs LEAP de CFM International, présents dans les familles Airbus A320 et Boeing 737 MAX. En fait, utiliser ces moteurs équivaudrait à violer un certain nombre de réglementations internationales établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ces réglementations incluent le Comité de la protection de l'environnement en aviation 6 ainsi que le Comité de la protection de l'environnement en aviation 8. Ces réglementations ont été adoptées comme une mesure pour limiter la quantité d'émissions qu'un moteur d'avion peut produire. Étant donné que le D18T a été construit bien avant l'entrée en vigueur de ces règles, il ne se qualifie tout simplement pas. Sans mise à niveau majeur, le faire voler aujourd'hui violerait les normes d'émissions et d'efficacité énergétique, le rendant inapte à la certification moderne. Inutile de dire que cela signifierait que l'An 225 ne volerait plus. De plus, rappelez-vous que l'An 225 était un avion fabriqué en Union soviétique. Cela signifie que la majorité des personnes travaillant dans l'équipe d'ingénierie étaient de l'Union soviétique, spécifiquement des Russes. Avec la situation actuelle, il est pratiquement impossible pour l'Ukraine de convaincre ces individus de se regrouper en Ukraine et d'aider à reconstruire l'An 225. Et ce n'est pas tout. Rappelez-vous que le travail sur l'An 225 a cessé en 1994. Cela fait plus de 3 décennies. Par conséquent, beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce programme sont soit à la retraite, soit décédées en raison de leur âge avancé ou d'autres raisons. Donc, si l'Ukraine veut aller de l'avant avec ce plan, cela signifie qu'elle devra d'abord sélectionner des personnes appropriées pour rejoindre l'équipe d'ingénierie, puis les former pour leur transmettre les compétences pertinentes pour construire l'avion. Évidemment, tout cela consommerait beaucoup de temps et de ressources, dont l'Ukraine ne dispose pas actuellement. En relation avec cela, il est également évident que la majorité des entreprises fournissant les pièces et composants nécessaires à la construction de l'An 225 ont fermé suite à l'effondrement du programme. Cela pose également un autre défi pour l'Ukraine, où se procurer les pièces pour compléter les 30% restants du deuxième An 225. Il y a une faction qui a affirmé que, puisque l'An 225 partage un ADN de conception avec son petit frère, l'An 124, il serait donc relativement facile pour l'Ukraine de se procurer les pièces nécessaires pour terminer le travail. De plus, cette faction soutient que l'Ukraine peut également récupérer plusieurs pièces des sections du Mriya détruites qui sont restées intactes après la bataille. Maintenant, la partie sur l'utilisation des pièces de l'An 124 sur le nouvel avion est en grande partie logique. Cependant, il a été rapporté que ces avions ne partagent pas beaucoup de pièces et donc le problème resterait en grande partie non résolu. Pour aggraver le problème, il devient évident que la configuration de la deuxième unité a été modifiée dans une certaine mesure.
L'un des plus grands changements prévus était l'ajout d'une porte arrière pour le chargement et d'une rampe, que l'An-225 original n'avait pas. Avec cette porte en place, il aurait été possible pour les équipes de chargement de faire rouler le fret à l'intérieur et à l'extérieur, rendant cette unité beaucoup plus polyvalente pour les opérations de fret civil. En plus de cela, l'équipe d'ingénierie prévoyait également de passer du design à double dérive verticale à un seul stabilisateur vertical. Ce changement visait très probablement à améliorer l'aérodynamisme de l'avion et à réduire les coûts et le temps de maintenance. Il y avait également des considérations pour retirer les points de fixation externes utilisés pour transporter la navette soviétique, ce qui aurait simplifié la structure de l'avion pour des missions de fret longue distance plus efficaces. Avec tous ces changements, il est évident que l'utilisation de certaines pièces provenant de l'An-225 endommagées aurait été pratiquement impossible. En essence, cela signifie que l'Ukraine devrait encore résoudre le problème des pièces, un aspect qui pourrait faire dérailler le programme et potentiellement mener à son effondrement avant même qu'il ne décolle. Cependant, autant l'Ukraine pourrait faire face à tous ces défis, il est important de noter qu'il y a quelques facteurs qui pourraient les motiver à aller de l'avant et à travailler sur l'An-225. Pour comprendre l'un de ces facteurs, nous devons revenir à 2016 lorsque Antonov Airlines a signé un accord de coopération avec la Corporation de l'industrie aérospatiale de Chine pour construire un deuxième cargo en 225. Une déclaration d'Antonov Airlines indiquait en partie « La première étape de cette interaction consiste en la construction du deuxième An-225 Mriya, modernisé chez Antonov Company, et la livraison de cet avion à l'Aerospace Industry Corporation of China. » Cependant, avec le temps, l'accord s'est discrètement évanoui. Un obstacle majeur qui a conduit à l'échec de l'accord était qu'Antonov n'a jamais accepté de céder le certificat de type de l'avion ou les droits de conception à la Chine, ce qui signifiait que la Chine était bloquée et ne pouvait pas avancer dans le développement de l'avion comme convenu. En plus de cela, le coût de l'achèvement de la deuxième cellule, estimé à plus de 460 millions de dollars, n'avait tout simplement aucun sens financier pour un avion avec un marché aussi niche. Finalement, l'enthousiasme de la Chine s'est refroidi et sans retour sur investissement clair ni contrôle total sur la conception, le projet a progressivement été abandonné. Maintenant, cela pourrait être le moment le plus opportun pour Antonov de tenter de raviver la camaraderie qu'il partageait autrefois avec la Corporation de l'industrie aérospatiale de Chine. Faire cela pourrait aider à sécuriser les fonds nécessaires pour terminer la partie restante du deuxième An-225 et réaliser la vision de ramener ce géant en service actif. De plus, l'Ukraine pourrait tirer parti des liens bilatéraux solides qu'elle a établis avec les États-Unis et d'autres puissances européennes pour négocier un accord de moteur avec les fabricants de moteurs d'avions occidentaux. Par exemple, il pourrait négocier avec General Electric pour équiper l'An-225 du nouveau moteur GE9X. Ce moteur répond à toutes les normes réglementaires en matière de durabilité et aiderait donc l'avion à franchir l'obstacle de la certification. De plus, son efficacité énergétique signifie qu'Antonov Airlines n'engagerait pas de coûts opérationnels élevés liés au carburant. De plus, l'Ukraine pourrait chercher à s'associer avec le fabricant britannique de moteurs Rolls-Royce et choisir l'Ultrafan comme moteur pour le nouveau géant. Tout comme le GE9X, l'Ultrafan garantit des économies de coûts significatives et contribue également à atteindre les objectifs de zéro émission nette. Et maintenant la question principale, construire le Mriya est-il le meilleur choix pour l'Ukraine en ce moment? Le fait est que l'Ukraine a des besoins plus urgents actuellement. Son infrastructure critique doit être opérationnelle dès que possible pour garantir que chaque citoyen vive une vie digne. De plus, le pays doit s'assurer qu'il peut se soutenir sans trop dépendre de l'aide extérieure de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Ce n'est qu'après avoir assuré cela qu'il pourra passer à d'autres projets, comme la reconstruction de l'An-225. Cependant, nous ne pouvons pas nier que reconstruire le Mriya pourrait être la meilleure décision pour l'Ukraine afin de réaffirmer sa résilience, même pendant les moments les plus difficiles. Pour les passionnés d'aviation, voir le Mriya décoller à nouveau dans toute sa splendeur serait un spectacle à couper le souffle, dont nous ne nous lasserions jamais. Faites-nous part de vos réflexions sur l'annonce de l'Ukraine et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.